Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de l'Académie des Rois, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une idée ce matin, je me suis dit comme c'était le dernier jour du mois avant le live de vendredi à 12h30, donc ce sera demain et puis après on reprend sur le mois d'octobre, et ben je me suis dit qu'on allait faire un live pour l'intégralité de la communauté, donc je le mettrai en replay pour tout le monde. Comme ça ce sera le dernier live de l'Académie des Rois, on le mettra à disposition de tout le monde, et aujourd'hui on va parler d'anticipation et d'incitation. Et de quelques news aussi, puisque comme ça on fait une grande vidéo ensemble, on va parler plus d'une heure, ça va être super sympa, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas bien sûr à prendre la parole, j'espère que ça va marcher pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a eu quelques petits bugs hier par rapport à la prise de parole, j'espère que ça a été résolu, et qu'on va pouvoir un petit peu échanger, sinon je lis bien évidemment dans les commentaires. Et voilà, juste pour vous prévenir que ce live sera à disposition et en replay pour l'intégralité de la communauté sur la chaîne des Rois du Bitcoin, et je le mettrai juste après le live de l'Académie des Rois, et j'espère que ça vous plaira, et pourquoi pas inviter ceux qui souhaitent découvrir l'Académie, ça peut être aussi intéressant de voir un petit peu ce qu'on y fait à l'intérieur, et on va essayer d'aller extrêmement loin, on va essayer d'aller à chaque fois un peu plus loin de ce qu'on fait sur des vidéos beaucoup plus courtes qu'on le fait d'habitude sur la chaîne des Rois du Bitcoin, puisque c'était un petit peu l'objectif de pas en fait cliver la communauté avec des vidéos beaucoup trop longues pour des personnes qui n'avaient pas trop le temps, et faire des vidéos beaucoup plus petites pour ceux et celles qui veulent aller vraiment à l'essentiel. Donc on va aller dans cette première partie à l'essentiel, et après on ira un petit peu plus loin dans la discussion, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, et je ne me désemplis pas de cette inspiration, que vous êtes en fait d'ailleurs les premiers à me donner. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut Thierry, salut Hades, salut Jo, j'espère que ça s'est bien passé hier Jo, au niveau de la libre antenne. Salut Jubra, salut Jibis, salut à tous. Tout le monde m'entend bien, vous avez mon écran disponible, sinon directement sur YouTube, vous l'avez toujours bien évidemment en replay. Et on va commencer avec Bitcoin sur une forme d'incitation, on va parler un petit peu de Wake Off, très intéressant. D'ailleurs pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur Wake Off, je crois que Sid Trading, qui est une personne qui utilise beaucoup les price delivery, du Wake Off, avec quelques petites choses un petit peu à sa sauce, c'est un youtubeur que je suis depuis quelques temps maintenant, propose aussi une école ou une formation, ça peut peut-être être intéressant si on a d'entre vous qui souhaitent aller beaucoup plus loin sur Wake Off, je vous invite éventuellement à la prendre. Je pourrais même, si vous voulez aller un peu plus loin pour essayer de reprendre ces idées, je pourrais même le contacter et pourquoi pas le partager sur le Discord des Rois du Marché, sans pour autant prendre son travail, mais au moins l'utiliser comme un billet de confirmation. Je sais que pas mal le font par exemple avec CMA, ça peut être aussi très pertinent d'essayer de trouver un petit peu tout son feeling, puisque tout ce qui est mis sur le domaine public, on peut bien sûr le partager sur le Discord. Par contre, on évite bien évidemment de sortir et de copier-coller ces trucs qu'il fait avec ses étudiants. C'est pas du tout le but du jeu, c'est vraiment pour essayer de nous renforcer des billets de confirmation ou, par ailleurs, aller casser finalement ces billets d'invalidation, tout simplement. Bon, on va parler Bitcoin. On va passer assez vite parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur Bitcoin. Il n'y a pas vraiment de news catalysantes, etc. On va parler d'Inbalance, c'est Exmess qui nous avait proposé ce type d'indicateur technique. D'ailleurs, vous l'avez sur les Rois du Bitcoin au niveau des indicateurs techniques. Vous pouvez le récupérer, c'est assez facile à utiliser. Vous cliquez là, copier-coller. Je vous le mettrai si vous voulez à disposition. Sinon, vous pouvez le retrouver sur le Discord. Et on va parler de déséquilibre de marché et de là, en fait, où le marché peut venir à nous. Quand on parle d'incitation, en fait, c'est toujours des incitations, soit à vendre sur des confirmations bear, si on veut aller au sud, ou des invalidations bull. Et c'est exactement la même chose si on a plutôt des invalidations bear et des validations et des confirmations bull, qui peut être pris en fait entre des bornes de range, résistance, support, définitif, long, weekly, mensuel, comme de l'incitation. Pourquoi ? Parce que l'incitation est toujours synonyme d'émotion. Je vous prends un exemple extrêmement concret, extrêmement simple. Que se passe-t-il dans notre esprit si le cours commence à faire ceci ? Le cours, en fait, nous montre quelque chose. Le cours nous montre sur des petits time frames une direction. La direction, elle est haussière. Donc émotionnellement, je dois passer boule et je suis boule. Or, qu'est-ce que j'aurais tout simplement fait ? J'aurais visité un haut de range, ici, donc des précédentes résistances. Je serais parti chercher un déséquilibre de marché. Parle pas de gap, il ne me semble pas qu'il y ait de gap à ce niveau de prix. On irait chercher une zone de rechargement de vente logique court terme, entre les 618 et les 586. Donc je suis plutôt ici acheteur, ou je suis plutôt ici vendeur. Je serai vendeur. Et donc, on est bien d'accord que cette émotion d'un potentiel directionnel de prix futur, en attente de confirmation, ne serait alors que considérée comme de l'incitation. Salut Zerf. Je vous pose exactement la même question, mais à l'inverse. Si vous voyez le cours faire quelque chose comme ça,
chercher des déséquilibres de marché, nous prendre éventuellement des moyennes mobiles trimestrielles en 20 périodes qui sont juste magnifiques, et éventuellement une zone de rechargement d'achat long terme. Entre les 0,618 et les 786, aux alentours des 22 000 $, pourquoi pas aller chercher la neutralité des 50, puisqu'on nous dit souvent qu'une grande 2 va directement chercher en fait entre les 0,50 et les 0,618 dans des équilibres de marché, dans d'un price delivery juste ici, et pourquoi pas aller chercher en fait après de la liquidité, c'est le but du jeu. Ce serait considéré comme quoi? Ce serait considéré comme de l'incitation à vendre. Pourquoi? Parce que les boules auront eu leurs invalidations, les bears auront eu leur confirmation. On aura cassé, ici, un support. Dès lors, je vous pose la question. Si on prend dans des grandes time frames, puisque nous on attend des grandes time frames, si on est plutôt investisseur, même traders finalement s'appuieront sur les grandes time frames pour prendre leur directionnel. Au sein de flux, au sein d'un range. Ça bouge pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Confirmation, émotion, on va chercher la résistance, on casse la résistance, clôture en weekly, confirmation, deuxième bougie d'acceptation, les vendeurs veulent quoi? L'accélération. Sur potentiellement des ratios de 1 pour 1. C'est exactement ce qu'on est potentiellement en train de jouer actuellement sur Ethereum. On a bien cassé, ici on est en train de travailler sous une résistance énorme, enfin sur un support, et ce qui fait maintenant office de résistance, les bears ne veulent qu'une chose ici, c'est de jouer l'accélération jusqu'au prochain niveau des 1280 $. Niveau clé, déséquilibre de marché, potentiellement zone de rechargement d'achat long terme, moyen terme. On est bien d'accord que ici on est dans une forme d'incitation à vendre pour jouer l'accélération. Ce que les bears ne veulent pas voir, c'est une réintégration. Ce que les bulls veulent voir, c'est une réintégration. Pour jouer quoi? L'accélération d'aller chercher un order range. Donc on est bien ici dans une forme d'incitation. J'efface tout, comme ça je garde ma charte un peu propre. Et ici on est également dans une forme d'incitation. À l'achat, à la baisse, comme à la hausse. À ce moment-là, à quel moment on peut se positionner d'un point de vue rationnel? Si on veut le jouer, eh ben on attendra que le cours vienne à nous dans une zone de rechargement de vente logique ou dans des déséquilibres changés dans une zone de rechargement d'achat logique. On attendra que le cours vienne à nous. Pourquoi de le jouer en fait différemment? Parce que si on vient chercher la liquidité qui se trouve sur des stops complètement évidents, l'objectif c'est bien d'aller déloger des vendeurs à découvert, un petit peu trop mobilisés, un peu trop convaincus, pour derrière retourner le marché pour aller chercher beaucoup plus bas. Ça, c'est le but. Pourquoi? Parce que tant que nous n'avons pas de catalyseur important, type ETF Bitcoin, d'ailleurs on l'a vu avec Ark Invest et je ne sais plus qui là, Gary Gensler a dit hier ou avant-hier dans la soirée que ça repoussait pour janvier. Bon, on reste sur notre truc de janvier, c'était mi-octobre, là il a directement dit janvier, arrêtez de m'embêter, formidable. Est-ce que ça suffit pour aller casser des résistances? Non. Est-ce que ça suffit pour aller casser des supports? Non, clairement, puisqu'on a encore ces échéances. L'échéance d'un catalyseur, éventuellement d'une désillusion, ce serait que Gary Gensler dise « Moi, vivant, il n'y aura pas d'ETF au comptant ». Voilà, au moins ça c'est clair. Et là, on pourrait éventuellement mettre tout le monde du mauvais côté. Mais ce serait un bon catalyseur. Pourquoi? Pour aller casser des supports, se retrouver dans une zone de rechargement, d'achat moyen terme logique, ici c'est très très important, avec une émotion baissière. Donc on aura bien mis tout le monde du mauvais côté, psychologiquement. Et c'est exactement la même chose si on avait le cas contraire. Si on commence à partir au nord, et qu'on n'a en fait pas ce catalyseur-là, mais qu'on fait des breakouts haussiers, et qu'on va chercher vraiment au niveau du wake-off qui pourrait être considéré comme un UTAD ici un HPSI, mais ici un UTAD. Si on voit des réintégrations, c'est clairement pas le dip qu'il faudra acheter ici. Ce serait potentiellement des réintégrations qu'on jouera. Attendons donc que le cours vienne à nous. Ici, je suis plutôt vendeur, si jamais je n'ai pas de catalyseur. Ici, je suis plutôt acheteur, si je n'ai pas de catalyseur. Et on est bien ici dans des anticipations. J'attends donc que le cours vienne à moi. Je ne joue pas le directionnel de prix. La pire chose à faire, ce serait quoi? C'est dire, moi je pense que ça va aller là. Déjà, en trading, si on pense, ça marche pas. Donc je vais long ici, shorter ici et long ici. Ça marche jamais. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas être joué. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. La seule chose qu'on peut jouer ici, c'est un bad range, potentiellement. Et si vous voulez des bloqueurs, vous avez juste là au niveau de la moyenne mobile 50 périodes. Si on part sur Ichimoku Kinkoyo, il y a des choses qui sont très belles et qu'on est en train d'observer. À quel moment on mettrait potentiellement les gens du
j'ai envie de dire, du mauvais côté du mouvement. C'est lorsque vous avez en fait une capture ici au niveau de la Kijun, toujours en fait biaisé par rapport à la SSB, mais si on vient clôturer une bougie ici en weekly, bah, c'est plutôt joli puisqu'on sera au-dessus de la Kijun. Plutôt propre. Et si on se met ici sur 28 500 $, ici sur les 29 000 $, beaucoup de personnes qui utilisent Ishimoku Kingo potentiellement voudront jouer en fait les accélérations et la cassure de résistance. Or, s'il n'y a pas de catalyseur, pour moi, ça ne cassera pas. Parce que le marché a bien plus de temps que nous. Il réfléchit pas comme nous, il dort pas la nuit, lui. Encore moins le marché crypto. Donc ce truc-là peut durer encore 3 mois. Ça dérange en fait, ça ne dérangera très probablement personne, hormis les gens qui sont derrière les écrans toutes les 5 minutes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plays très court terme à prendre. Hein. Je vous le dis en toute franchise, je viserai plutôt des longues et des longues contrariens sur des crypto-actifs. D'ailleurs, on est dessus sur Avax, enfin je suis dessus sur Avax, sur Atom, etc. Sur Secret aussi. Ça ne veut pas dire que ça va gagner. Hein. Ça veut juste dire que je potentiellement joue les excès de retournement et de liquidation sur des crypto-actifs parce qu'actuellement on est dans un range et le marché ne nous donne pas la direction. Mais ça peut être super intéressant en fait à aller chercher pour mettre en fait quelques personnes qui regardent Ishimoku Kinko sur un indicateur non modifié pour pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut. Pour moi, ce sera vraiment considéré comme de l'incitation à l'achat. Puisqu'on nous a délimité, et Joe nous l'avait partagé, par rapport à Ishimoku Kinko sur des grosses timeframes, qu'on a bien eu notre haut de range. Personnellement, je pense pas. Faites attention à ça. Personnellement, je pense pas qu'on a notre haut de range. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher plus haut, voire un premier arrêt sur les 36 000 $. Mais je le vois pas. Je ne peux donc pas le jouer. À quel moment je le joue ici? En prenant des profits. La seule façon de jouer ce flux, bah, c'est de prendre des profits, puisqu'on est déjà positionné plus bas. Ou des T110% sur de cryptoactifs préférés, s'il y a quelques cryptos qui voudront éventuellement aller faire un petit tour un tout petit peu plus haut, mais actuellement, on n'a rien. Par contre, si on veut éventuellement jouer des incitations, dans l'idée de l'anticiper, à ce moment-là, le bon play, il est où? Si vous voulez jouer ça, c'est de le prendre ici. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux d'attendre en fait que le cours vienne à nous? Pour 2 raisons. Même si ça monte, hein. D'accord? Première raison, c'est que je prends bas de canal, haut de canal ici, et je vais tirer. Juste par exemple les 42 500 $ neutralité GAN, content. À partir du principe qu'on peut très bien faire un truc, pardon, on va le faire ici, comme ça, commencer à travailler, et puis redescendre sur une espèce de chasse à la liquidité post-halving, pré-halving, cataclysme, j'en sais rien, ce que vous voulez, pour aller se retrouver où? Dans une zone de rechargement, d'achat long terme. Donc le cours peut s'apprécier, le cours peut s'exacerber à la hausse, sans pour autant ne pas garantir qu'on ne reviendra pas chercher une zone de rechargement d'achat long terme. À quel moment on exclut le fait qu'on revienne dans une zone de rechargement d'achat long terme? On peut l'exclure, au même titre qu'ici en fait. À quel moment on aurait pu l'exclure? Ici, dans une zone de rechargement d'achat long terme. Parce qu'on avait des catalyseurs. La Fed et la BCE n'ont jamais imprimé autant d'argent en l'espace de 3 ans ou de 2 ans de ce qu'ils n'avaient fait sur les 150 dernières années. Je parle pour la Fed. BCE, c'est plus compliqué, puisque ça existait potentiellement pas trop il y a 150 ans. Là, on l'exclurait. Parce qu'on aurait eu nos catalyseurs. Parce qu'on a eu, en fait, nos échéances. On a eu la réponse. On tue le risque. À quel moment, en fait, on peut partir du principe que ici, l'objectif, c'est clairement de faire une continuation haussière après l'halving. Parce qu'on va pricer probablement la rumeur au niveau de l'ETF au comptant. Donc, on a eu la réponse que ça a été accepté. Et on laissera beaucoup de personnes frustrées, entre guillemets, qui n'ont tout simplement pas réussi à acheter en discount. C'est pour ça que je parle à plein de personnes à la fois. Si on veut le swing, si on veut chercher les poches de liquidité pour essayer d'avoir des stops relativement serrés, qui sont quand même assez élevés sur les crypto-actifs, c'est clairement d'attendre d'aller chercher ces déséquilibres et des poches de marché, pour derrière aller s'extirper bien plus haut, dans l'attente d'avoir ces fameuses rumeurs qui vont se confirmer en news, mais dans une échéance beaucoup plus longue. Ça se fera pas en 48 heures, bien évidemment. J'espère que vous m'avez suivi là-dessus, puisque si vous n'avez pas tout ça, hormis jouer sur nos émotions, il ne se passera strictement rien. Maintenant,
je dis très souvent aussi, puisqu'on est pour la plupart d'entre nous déjà exposés sur ce marché, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire ou de suivre son plan coûte que coûte. Le plan, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes dollar cost average, acheter dans le discount, c'est vachement bien. Franchement, acheter du Bitcoin sous les 30 000 $, c'est bien. C'est une bonne zone. Je vous le dis en toute franchise. Je me revois en fait il y a quelques années en arrière. On nous expliquait, même si on n'y croyait pas forcément, c'est que acheter en fait sous les 10 000 $, c'était super intéressant. Honnêtement, c'était vachement bien d'acheter sous les 10 000 $. Et on est resté tellement longtemps en dessous des 10 000 $. Et c'est parti chercher les excès, c'est revenu sous les 10 000, et c'est reparti au-dessus des 10 000, et c'est reparti en dessous des 10 000, et c'est reparti machin. Bah en fait, dans cette chronologie d'expansion et de décalage de valeur, ces fameux 10 000 $, et ben en fait, ça va peut-être pas vous paraître beaucoup, ça va peut-être pas nous paraître beaucoup sur les cryptoactifs, mais en fait, c'est énorme pour des instituts, croyez-le ou non, mais c'est énorme pour des institutionnels, bah c'est 30 000 $. Voilà, on est clairement ici. Et c'est extrêmement intéressant d'acheter sous les 30 000 $. Ce qui était extrêmement intéressant, d'acheter sous les 10 000 $. Entre le début de bear market, pendant le début du bear market, jusqu'au repli à la réaccumulation pour s'extraire de ces fameux 30 000 $. Qu'on vienne ici, qu'on vienne ici, qu'on vienne ici, ou même qu'on vienne ici. Hein. C'est intéressant, c'est pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on se surexpose. Pire encore, et je sais que je le vois très peu sur le Discord et ça me rassure, vouloir vendre les 26 400 $, dans l'attente d'acheter, parce que X ou Y l'a dit sur les 22 000 $, c'est une erreur extrêmement profonde. Je vous dis, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Il n'y a pas un institutionnel qui fait ça. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça serait très grave pour eux parce qu'ils mettraient en cause leur crédibilité, etc. Ils peuvent le faire. Techniquement, ils peuvent le faire. MicroStrategy pourrait le faire. D'ailleurs, on peut parler de MicroStrategy. MicroStrategy qui rachète pour 150 millions de dollars de Bitcoin. Formidable. Honnêtement, s'il veut faire un décalage de cours, bah, il prend la moitié de ses Bitcoins, il les vend ici, le machin, il se retrouve là, quoi. Sauf que s'il vend ici pour acheter ici et qu'il rachète tout de suite pour en fait avoir le prix machin par rapport à la pression, déjà c'est considéré comme de la manipulation de marché, il risque la prison. Même si c'est pas... On peut partir du principe que c'est pas des securities, mais ça va être considéré comme des commodities. Et aux États-Unis, ils adorent faire ça avec jurisprudence. C'est-à-dire qu'il partira pour 40 ans en prison, le mec, donc il le fera très probablement pas. Mais ce qui peut potentiellement se passer, si j'exclus MicroStrategy, on peut parler du gouvernement chinois. On peut parler du gouvernement américain. Le gouvernement américain vient de passer devant en termes de possession de Bitcoin avec près de 1% du supply disponible. Plus de 200 000 Bitcoin. Enfin, pas disponible d'ailleurs, parce qu'en fait, on part du principe qu'il y a quasiment, me semble-t-il, 7 ou 8 millions de Bitcoin qui sont bloqués à jamais, qui seront perdus à jamais. C'est des estimations, quasiment presque la moitié. Mais le gouvernement américain pourrait le vendre. Alors, il ne le fera pas d'un coup, puisque c'est pas comme ça que ça marche, et généralement, il privilégie des démarches OTC, ou éventuellement de collatéral, notamment quelques milliers, je crois qu'il y a 50 000 bitcoins actuellement sur Coinbase, qui sont donc disponibles à la vente, à partir du principe que beaucoup les achèteront ici. Voilà pour ça. Ouais, je croyais que les USA voulaient vendre leur BTC il y a quelques mois. Ouais, alors en fait, c'est pas qu'ils voulaient, c'est qu'ils sont obligés de le vendre. Tu sais qu'il y a en fait des lois, quand tu récupères en fait des biens de saisie, biens ou services de saisie, Bitcoin en fait en fait partie, hein. En fait, tu as une obligation de les mettre de les revendre aux enchères, par exemple. Donc il y a plusieurs choses. Soit ils les vendent au marché pour bien nous embêter, et pour faire des déviations de prix ou des manipulations de prix. Généralement, les États ne sont pas vraiment là pour faire de la manipulation de prix, pour faire des barres et pour aller chercher beaucoup plus haut, même si ça peut arriver. Dès lors, focus opportunité, parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils ne le referont pas. Bah oui, s'ils ont vendu, ça veut dire qu'ils ne vendront plus. Il faut le comprendre comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc généralement, je vous le dis franchement, quand les États décident de vendre quelque chose, je vous le dis parce qu'ils l'ont déjà fait, en fait, bien avant. Hein. En 2019, en 2018, il y avait déjà des bitcoins qui avaient été vendus au TC, hein, du gouvernement américain. Reprenez, en fait, dans l'histoire. Mais il y a eu déjà des sources... Alors, est-ce que ça avait vraiment été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? C'était les mêmes FUD qu'aujourd'hui, si vous voulez. Mais techniquement, ils les ont. S'ils les ont, ben, ils peuvent en disposer. S'ils en disposent, ils peuvent le faire de façon mal intentionnée. Mais considéré comme de la manipulation de marché, donc généralement, ils ne le font pas. Donc c'est souvent OTC. Par contre, ce qu'ils peuvent faire,
et ça c'est parfaitement vrai, ils peuvent très bien dire on va le faire en 4 fois. C'est ce qui était passé d'ailleurs il y a quelques mois en arrière. On va le faire en 4 fois ou en 5 fois, et on va le faire tous les 3 mois. À ce moment-là, que fait le prix? Eh ben, le prix en fait réagit par rapport à cette news-là. Si c'est acté. Donc il n'y aura plus de pression vendeuse d'un point de vue graphique, puisque le marché a toujours le don, j'ai pas envie de dire un don, mais a cette incroyable faculté de toujours presser et anticiper le futur. Généralement à 6 mois ou à 1 an. C'est ça qui est très important. Ça peut se faire de façon extrêmement violente. Exemple, crack Covid, ou exemple, crise de 2008, ou exemple, crise de tout ce que vous voulez. Et la crise des dot-com, c'était pas un crack financier. Hein. C'était un retour à une forme de neutralité par rapport à des bénéfices possibles, imaginables sur l'ère Internet qui pouvaient être générés dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc je le dis, des phénomènes de bulle, donc payer 300 fois le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est pas la meilleure idée à faire. Voilà. Mais on voit qu'il y a de l'intérêt. Si vous prenez Tesla, il y a de l'intérêt. Si vous prenez Facebook, il y a de l'intérêt. Si vous prenez AMD, Nvidia, il y a de l'intérêt également. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé sur cette toute petite partie. Je voulais vraiment qu'on reprenne par rapport à ces anticipations et ces incitations à l'achat qui ne font travailler qu'une chose, ce sont nos émotions. La meilleure chose à faire, dans tous les cas, c'est de toujours en fait mettre en place un plan, un setup, pas forcément une stratégie, vraiment un setup, et attendre que le cours vienne à nous. Je vous prends cet exemple-là, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Salut Thor. Ça ne veut pas dire que ça va faire ça. Je vous prends l'exemple concret. On en avait parlé il y a longtemps de Matic. Et je vous avais dit, moi je rachèterais du Matic ici. Ouais, Matic, t'es trop cool Hermès, t'as eu trop raison, t'es incroyable. Donc il y a eu une réaction de marché dans des équilibres de marché. Je prends les 0,60. Et on a eu le temps de le faire parce que c'était en pleine journée. Derrière, il rebondit de pas mal, 40-50%. YOLO, je l'ai loupé. Possiblement incitation à l'achat pour aller chercher les lots. Des stops complètement évidents. Donc on est bien d'accord qu'on ne cherche pas des prix. On est d'accord qu'on cherche des zones. Et ce que le marché fait dans ces zones, je m'en fiche. Mais je sais que je n'achèterai pas ici. Je pense que c'est important de le redéfinir. Est-ce que j'ai eu raison? J'en sais rien si j'ai eu raison. J'aurais eu raison quand je prendrai mes profits, si vous voulez. On cherche la liquidité, oui. R, t'es un grand champion d'aller chercher la liquidité. Mais partez du principe que la liquidité n'a pas encore été parfaitement absorbée. On peut peut-être regarder au niveau de l'OBV, sur des petits time frames en daily. Time frame en 4 heures. Je sais pas qui vend là-dedans, quoi. Mais en tout cas, il y a des gens qui vendent. ou il y a des gens qui absorbent. Là, clairement, c'est de l'absorption. On est dans un enfoncement de survente, dans l'idée d'aller casser en fait des résistances qui sont drastiques aux alentours des 35 centimes de dollars. Et on peut clairement le faire là sur les 886. Ce sera un investissement 2 d'ailleurs. On va de suite mettre l'alerte. Bon, de toute manière, généralement, quand ça fait un gros drawdown de 15% ou de 20% sur Bitcoin, je fais le petit tour de mes actifs préférés. Si j'ai des investissements à faire, je les fais au market. Hein. Et voilà. Hop, on le met comme ça, donc c'est juste formidable. J'ai mis l'alerte et puis il y aura un pending exécution qui sera positionné juste ici sur cette magnifique retracement Fibonacci des 886. Pourquoi ça sert à rien d'y aller? Parce qu'on y a déjà été là. Donc techniquement, le cours n'a rien à faire là. Hein. Je vous le dis en toute franchise, on peut faire la même chose sur Atom. Hein. Donc on peut partir du constat que s'il y a des news catalysantes qui sont assez dramatiques, d'où que ça vienne, Binance, l'État américain, SEC, Gary Gensler, Biden, Powell, en fait on s'en fiche. Si on commence à arriver là-dedans, il y aura de l'achat. Hein. Partez du principe que ça va être défendu, mais il faut prendre le risque d'avoir un sacré drawdown de moins 50% supplémentaire. Et ça arrive très souvent. Même si ce truc est vachement bien. Partez du principe qu'il y a quand même de la liquidité qui se trouve aussi là-dessous, bien évidemment. Donc ce serait pour moi considéré comme de la manipulation de marché. Pour aller chercher un spring, on aime bien ça chez Wyckoff, un fameux spring. On est déjà parti le chercher d'ailleurs sur Bitcoin et on n'est pas allé le chercher sur Ethereum. Hein, le spring, si vous voulez, pour après derrière aller nous envoyer plus haut que terre. Comment on fait pour jouer ça? Toujours la même mécanique, on garde du cash. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'était juste pour vous montrer en fait ces idées d'incitation qui dit qu'il est quand même beaucoup plus confortable émotionnellement d'attendre que le marché vienne à nous dans des poches de liquidité complètement logiques. Honnêtement, elle était belle, on y allait en one shot. Hein.
On pouvait pas faire mieux hein, sur ce coup-là. Liquidité de levier de longue, etc. Elle était juste un petit bonheur la chance là. Boum, on vient chercher un investissement 1 et on perd déjà 20% sur l'investissement 1. Hermès, t'as dit des bêtises. Non, j'ai un investissement 2 à faire et potentiellement de doubler sur un investissement 3, voire investissement 3, investissement 4. Donc je sais que j'ai une somme d'argent qui est actuellement disponible pour Matic, qui sera probablement pas mise, puisque c'est très rare de mettre l'intégralité. Si je devais mettre l'intégralité de mon capital disponible actuellement sur les cryptoactifs qui auraient été décidés sur jusque des investissements 3 et 4, c'est-à-dire que Bitcoin est aux alentours des 12 000 $, 10 000 $. Et on attendra quoi? Des structures en W weekly. Je m'explique. Investissement 1, investissement 2, ça c'est stratégie 4 rois, on refait un petit rappel là-dessus, mais c'est toujours intéressant de le faire. Boum, manipulation de marché, le fameux gros drawdown qu'on s'était pris en 2017-2018 par exemple, réintégration, structure en W mensuel voire weekly, soit le roi de pique, soit on prend la cassure, le breakout, on attend la réintégration, et là ça part très fort. Mais ça veut dire quoi? Récession, ça veut dire ETF qui est encore repoussé ou invalidé, et que BlackRock va dire non, je suis pas d'accord, donc je repose encore un dossier avec les trucs que tu m'as dit que c'était pas bon, et que c'est juste partie remise. Dès lors, on se retrouverait dans une situation assez intéressante, de temporalité et de cyclicité du marché, c'est que Bitcoin a tendance, c'est ça qui est super pertinent, hein, je vais revenir là-dessus, pardon, sur cette charte-là, a tendance en fait à exprimer l'intégralité de son potentiel cyclique en l'espace de 3 mois. C'est dingue quand même. En l'espace de 3 mois. Un peu plus. Allez, 6 mois. Grand maximum 6 mois. Voilà. En 6 mois, grosso modo, 4 ans d'incertitude, d'affabulation, de certitude, de conviction, de capitulation, de manipulation, s'exprime dans le prix, dans un déplacement de valeur, en l'espace de 6 mois. Dès lors, on revient à qui a raison. Bah, c'est les gens qui achètent là-dedans, ou juste le mec qui a pas bloqué du capital inutilement et qui achète là-dedans. En somme, au pire moment. Comme beaucoup de grands investisseurs de ce temps. Le seul truc qui est super intéressant, comme ça je vous donne un petit tips, qu'il faudra juste le considérer comme un billet de confirmation, c'est quand il y a tous les loulous de Wall Street qui vont vous dire « Je prends un risque sans précédent d'acheter du Bitcoin à 48 000 $. » Bah, partez du principe que c'est pas pour le voir descendre, c'est pour le voir pump et le voir s'arracher. Je prends ici et je vends tout dans la montée. Reprenez les mêmes mecs, les mêmes traders qui ont acheté au pire moment. Si vous regardez leur barre de Bitcoin, il ne doit pas être très épais aujourd'hui. C'est juste pour faire des coups de fusil. Ni plus, ni moins. Mais c'est super important qu'un maximum de personnes soient et se dirigent dans la même direction dans un minimum laps de temps qui crée une forme de FOMO. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'opposer au mouvement. Parce qu'il y a pas mal de bears qui vont probablement s'opposer et qui s'opposeront encore au prochain mouvement. Mais il faut nous placer psychologiquement du mauvais côté du trade. À quel moment, je parle en même temps dans ma réflexion et dans mes expériences, hein. D'ailleurs tu pourras même le confirmer, joue pareil, à quel moment on passe de bull à bear? Vous le savez? À quel moment en fait les amateurs, hein, pas forcément les pros, mais les amateurs, les traders amateurs ou les investisseurs amateurs, plutôt traders ici, même sur des grands time frames, des swings, à quel moment on passe de je suis boule à c'est bear et je suis bear? Et l'osé. ATH, non? Vaste question, tout dépend de l'ATF. Ouais, tu as raison, ça dépend de l'ATF. Ça dépend donc de la time frame en fait. Si on cherche plutôt de l'intraday, enfin du swing, si on va partir sur du swing, on va Ouais, plutôt viser les renversements de tendance ouais, qu'on va observer. Alors là, on va plutôt partir sur le momentum, enfin les renversements de tendance effectifs. ouais. Mais là, R, tu es dans l'anticipation. Là, tu attends en fait tes conditions, etc. Je partage ce que tu vas dire. Moi, la question, c'est psychologiquement, émotionnellement parlant. À quel moment tu te dis, ok, là, je suis boule, je prends le play, je suis dans le play, et je passe bear. Dans ma tête, Ah bah sans... généralement, Ouais, enfin, en fait, si tu pars donc d'un amateur qui n'y connaît pas grand-chose, c'est ce qu'on disait donc avec Géo hier, c'est que ouais, dès que l'amateur va voir donc une bougie verte, enfin il va se dire c'est bon, enfin ça passe boule, ouais, et donc rentrer.
Et dès que le cours va redescendre sur une bougie rouge, comme là sur l'exemple que tu as, Ouais. c'est-à-dire juin, c'est sur le mois de juin, on a donc notre grosse bougie verte, donc Mhm. là ça va être l'euphorie, tout le monde va se dire c'est bon, go sur les 31 000, 32, 36, Mhm. et dès qu'on va passer sur une bougie rouge, bah, on va revenir chacun à aller dire oh, bon, bah, c'est bon, c'est mort, on va repartir donc aux 15 000. Donc il n'y a pas Exactement. de. Tu as tout à fait. C'est exactement ça que je voulais qu'on dise. C'est au moment où vous faites stopper. Au moment où on se fait stopper, on devient bear. Un trader, alors un trader amateur qui joue beaucoup avec les émotions. Je vous prends ce play là parce qu'il est plutôt propre. Hein. Ici, j'ai des petites confirmations, une magnifique bougie verte là, bam, je prends un trade et je mets mon stop sous la bougie d'ouverture. Ici, je me fais stopper. Dès lors, ici, je suis bull. Si je prends pas mes TP, là, je passe bear. Or, que fait le cours? Il réagit à la hausse. Donc, on est bien allé chercher des acheteurs ici un petit peu trop engagés. C'est pas un mauvais play. Hein. Je dis pas du tout ça. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez pris, d'ailleurs, Erjo et tout, si vous avez eu vos confirmations là-dessus. Mais Bah, juste pour... oui, parce que, en fait, nous, comme on se base sur des indicateurs, par exemple, le Absolument. play haussier, euh, donc on l'a loupé pour X raisons, Oh, mais soit je on sais même n'était pas à pas quelle heure dessus, c'était, ouais. soit, Ah, mais pourtant, c'était soit je- l'après-midi. Ou peut-être que ça a pas fait sur le croco, peut-être. Je sais pas. si, hein, ça a déclenché. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'impulsif qu'on n'a pas prévu aussi haute. Par contre, le play de retour, celui-là, donc on l'a eu en fait. Là, Voilà. celui-là, vous l'avez eu le retour. Ok. Donc, je reprends comme ça permet de me donner ma transition et de résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire. Parce que l'objectif, c'est pas de faire du trading là, on l'a fait hier. Vous avez enregistré d'ailleurs hier? Oui, Ah, un bah, super. Géo juste donc, qui a fait l'enregistrement. Super. Donc, donc on a fait un Oui, live oui, bah, super. sur le trading au global. Donc on a parlé money management, on a parlé FAQ un petit peu, on Ok. a parlé tendance surtout. Ok. C'est-à-dire comment faire pour identifier justement donc les tendances de cours pour éviter de se faire prendre dans ce type-là donc de mouvement Ouais. pour pouvoir se dire bah ça pousse donc c'est boule alors qu'en fait donc on a le renversement derrière. Donc on a Ouais. discuté de ça, on a discuté aussi de que les personnes qui voulaient se mettre donc au trading passent d'abord par le Discord, Ouais. viennent aller nous voir, posent beaucoup de questions pour pouvoir commencer donc à se lancer plutôt que de se lancer donc à l'aveugle, quoi. Excellent. Excellent. Bah, je la mettrai à disposition pour tout le monde. On va l'uploader et puis on va la mettre pour tout le monde. Je sais que vous étiez quelques-uns hier. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Je reprends juste par rapport à ça, comme ça je perds pas le fil, parce que sinon on va discuter. Mais c'est très cool de discuter avec vous, ça me fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous qui êtes là, de prendre la parole, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas que trois. Hein. Il faut se lancer si ça marche, bien évidemment. Je te lis juste après, Zerf. Donc, émotionnellement, psychologiquement, c'est plus la partie que j'ai envie de traiter, parce que ça concerne beaucoup de monde, hein, investisseurs ou traders amateurs. C'est dès qu'on se fait stopper, on change en fait de polarité. C'est bête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait stopper, c'est qu'on a eu tort. Donc j'ai eu tort d'être boule, j'ai eu tort d'être haussier, parce que j'ai tort d'être trop gourmand, et le fait de me faire stopper, je change de polarité. Et ça arrive très souvent, en fait. Par exemple, là-dedans, ici je suis plutôt boule, par exemple, je fais mon stop juste là, je me prends mon stop, donc je passe bear, et ici on voit bien que je ne vais pas chercher mes objectifs, et je me fais où? Stopper. C'est quand même assez incroyable. Et en fait, le marché se nourrit de ça. De petits stops complètement évidents, quelle que soit en fait la typologie. En somme, si vous êtes un trader, et R, je pense que tu dois le faire, ou Jo, vous devez le faire régulièrement. Si vous voyez un changement en fait au niveau de vos indicateurs techniques, où on recrosse par exemple des moyennes mobiles, parce que je crois que vous utilisez des moyennes mobiles, à ce moment-là, généralement, vous sortez à break-even. C'est difficile en fait de tenir des trades si on se sent du mauvais côté du train. Même si la décision de stop ou de lâcher son trade en cours de route est une décision émotionnelle. C'est toujours très difficile en fait de se dire ok, je tiens. La seule façon de tenir, c'est en fait de l'automatiser, de le mécaniser. Je dis une bêtise très simplement. Vous faites 100 trades. Sur 100 trades, vous en avez 60 qui sont réussis, ou 60 qui sont perdants, vous en avez 40 qui sont réussis. Psychologiquement, c'est pas normal en fait dans la tête de perdre plus souvent que l'on le gagne en ayant en fait accumulé du rendement. Donc c'est déjà contre-intuitif. Et bien en fait, il faut l'automatiser, le mécaniser. En fait, il faut d'abord se préparer à perdre. Je vous donne un tips.
peut-être que ça vous parle parce que c'est très tendance actuellement. On parle beaucoup des HPI, des hauts potentiels intellectuels, ou on parle beaucoup aussi des HPE, des hauts potentiels émotionnels. Et on passe aussi des personnes qui ont des troubles du comportement. Je sais plus ce que c'est le sigle, c'est TBDH, un truc comme ça là. Troubles du comportement. TDH, c'est ça? TDAH, ouais. Ouais, TDAH. Bon, je ne me rappelle plus du sigle, mais merci. Et à partir du principe qu'en fait, ces gens-là ont une capacité assez dingue c'est souvent des personnes qui ont des aversions au risque très éloignées. Parce qu'en fait, ils ont dans leur cerveau qui sont faits comme ça, à pricer, ou à en tout cas toujours en fait à normaliser le négatif. Donc le négatif ne les atteint pas. TDAH, trouble de l'attention et hyperactivité. Voilà. Le négatif ne les atteint pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivent toujours dans le négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs. Ça veut dire qu'ils sont peu empathiques, généralement. Souvent, ces gens-là sont des grands entrepreneurs, etc., ou peuvent devenir des grands entrepreneurs. Ils ont une aversion à la peur, ça veut dire qu'ils ont peur de peu de choses, finalement. Et ils vont aller, en fait, très loin dans le risque. Ouais, si tu as c'est très intéressant, Unky. Généralement, ils se mettent à hauteur d'homme. Tu dois avoir des discussions assez sympas. Je ne sais pas c'est quoi les tranches d'âge, mais généralement, en fait, ils n'ont pas ces ponts psychiques de l'adulte à l'enfant. Il n'y en a pas, par exemple. 7 ans. Ouais, ça doit être déjà très intéressant d'en avoir dans la classe à 7 ans, parce qu'ils commencent déjà à s'affirmer. Donc, juste pour vous reprendre ce cas-là, c'est émotionnellement parlant ou psychologiquement parlant, en fonction de votre construction. On ne le choisit pas parce que d'ailleurs, il serait dit que le HPI-TDAH soit héréditaire. Donc généralement, c'est aussi les parents, qui sont le papa ou la maman qui sont dans ce cas de figure-là. C'est pas du tout péjoratif. C'est juste pour reprendre ces aversions au risque et le fait de se polariser et de changer en fait de polarité. La seule manière pour qu'on soit tous à la même enseigne, que tout le monde en fait soit au même niveau, c'est tout simplement en fait de lâcher cette partie émotionnelle à l'indicateur technique. En fait, votre émotion n'est ni plus ni moins que des moyennes mobiles. Et à ce moment-là, vous vous dites, si elle me dit ça, eh ben elle a raison. Elle se trompe très souvent dans le but d'avoir un rendement, mais mes indicateurs techniques ne sont uniquement là que pour en fait se soustraire de notre partie émotionnelle. Et je sais à quel point c'est dur, parce que quand ça fait ça, je vous le dis franchement, quand ça fait ça, et que ça revient là parce que j'ai pas pris mon TP, ou je me suis fait surprendre, ou généralement si vous êtes sur des time frame 1 heure, etc., vous avez dû prendre quand même quelques petits TP, vous sortez vite, généralement par rapport à vos récompenses, parce que là, celui-là, il est quand même pas dégueulasse, je pense. Il y a déjà un bon 3 pour 1. Bah en fait, on a tendance à je lâche là, non, je lâche là, non, je lâche là. Mais en fait, il faut pas lâcher. En fait, il faut se laisser prendre et de prendre le prochain train. Parce que ce cas de figure-là peut en fait marcher par rapport à vos conditions de risk management, mais ça, je pense que vous en avez parlé hier, dans 40%, 50% des cas. Sur un risque récompense de 1 pour 2 ou 1 pour 3, c'est ultra rentable. Mais quand je vous le dis ultra rentable, c'est ultra rentable. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, toutes les banques d'investissement et toutes les banques de trading, Binance, FTX, on va même plus en parler, BlackRock, etc., ont aujourd'hui quasiment viré tous leurs traders depuis les 40 dernières années pour mettre des algorithmes. Tout simplement. Des robots. Voilà. La seule différence entre un robot et un humain, c'est que l'humain, lui, peut, entre guillemets, la seule limite, si vous voulez, de son ressenti, de son objectif, c'est sa propre conviction et sa propre représentation. Ce qu'une machine ne peut pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On passe court terme, mais là, on va passer long terme. Parce qu'en fait, aucune machine ne pourra en fait jouer ceci. C'est impossible pour une machine de jouer cela. Et c'est très bien, et c'est bien pour ça qu'en fait, il est beaucoup moins, et ça vous le voyez dans tous les algorithmes de trading. Prenez Napoléon X ou prenez plein d'algos. Vous allez regarder en fait au niveau du bot de trading qu'ils sont juste au niveau, voire en dessous. Et si vous prenez en fait les frais, vous êtes en dessous, de la performance du marché en bull run. Parce que ce n'est pas dimensionnable pour une machine de le faire comme ça. Puisqu'un algorithme de trading a des stops très serrés, vente à découvert, etc. Et en fait, c'est un robot qui mécanise toujours la même chose.
Dès lors, vous serez toujours beaucoup plus rentable à aller chercher vos propres objectifs psychologiques, qui sont renforcés par des convictions ou des retracements ou des expansions Fibonacci, qu'une machine. En revanche, là où c'est très intéressant, mais je vous en avais déjà parlé il y a très très longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'étais pas dans ma temporalité, donc je l'ai loupé, mais je l'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire. C'est qu'en fait, quand vous arrivez sur vos objectifs et dans un bear market, à ce moment-là, vous allez chercher des algorithmes. Parce qu'ils seront meilleurs que nous. Pourquoi ils sont meilleurs que nous ? Parce qu'un algorithme ne price jamais de là à là-bas. Au même titre qu'il ne price pas ou il ne s'extend pas dans l'absurdité d'achat ou dans la cupidité, il ne va pas chercher les extrêmes peurs ou nos convictions d'aller chercher les 10 000 $ ou les 8 000 $. Un algorithme ne le voit pas, ne le sait pas, puisqu'il réagit toujours par rapport aux informations qu'il a. Un être humain ne réagit jamais aux informations qu'il a, il réfléchit toujours en fonction de ce qu'il attend. Et c'est pour ça que dans la hausse, c'est plus intéressant de gérer ses finances, ou gérer son trading, ou gérer son swing trading, que dans la baisse, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des algorithmes de trading. Parce que là, je vous remets au défi d'aller chercher quelques sociétés de trading francophones, hein. Vous pouvez aller chercher ou suisses, ou luxembourgeoises, etc. Et ben vous allez voir qu'ils sont en train de vendre leurs algorithmes actuellement par rapport à la perte réalisée qui est bien inférieure par rapport à celle du marché. En somme, si Bitcoin a perdu depuis les ATH moins 76%, les algos, par exemple, eux, auront perdu peut-être 36%, peut-être 42%, peut-être 27%. Et ça devient super intéressant. L'un de l'autre, ça revient exactement au même. Hein. Je vous le dis en toute franchise, c'est juste les frais, il faut bien calculer les frais au niveau des algos, et c'est eux qui gèrent aussi le volume. Hein. Quand on voit des volumes d'achat, de vente qui sont extrêmement importantes, à partir du principe qu'ils sont backés en fait, hein, sur ces exchanges, etc. Bon, ça peut être Coinbase, ça peut être d'autres trucs, hein, mais il y a beaucoup d'algos qui sont backés là-dessus, avec les volumes qui sont tellement importants que les frais, entre guillemets, de maker-taker sont très faibles, en fait, pour eux. Mais on les paye, parce que ça peut aller très très vite, hein, bien évidemment. La logique des bots algorithmiques, mais ce sont les émotions et les décisions humaines qui font les vraies tendances. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi ? Parce que pensez-vous qu'un algorithme a déjà pricé le TF Bitcoin ? Non. Non. En revanche, quand vous allez donner à la machine IA, par exemple, hein, bon, peut-être qu'il y a les IA qui pourront le faire demain, un petit peu comme les humains, etc., mais honnêtement, je pense qu'on y est loin. Mais quand vous aurez en fait fourni l'information à la machine, à ce moment-là, elle va se catapulter. Pourquoi ? Parce qu'une machine, contrairement à l'humain, n'arrive pas à déduire le mensonge. Si vous donnez à bouffer à une IA, ou si vous donnez à bouffer un algo, il faut que ce soit la vérité. Même si c'est une vérité négative. Par exemple, les premiers algorithmes d'IA avaient été basés sur des photos de chats. C'est très connu. Hein. Ils arrivaient à reconnaître un chat. Bon, il fallait 200 000 ou 300 000 images de chats pour reconnaître un chat d'un chien, ou d'un chat d'une voiture, mais grosso modo, ils reconnaissaient le chat. Mais à l'algorithme, vous lui disiez quoi ? Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est vrai. Donc on est bien d'accord que si tu parles actuellement à un algorithme de trading pour dire « je te colle l'ETF Bitcoin », bah tu peux pas dire que c'est vrai, puisqu'il n'existe pas. Mais au moment où en fait c'est véridique, au moment où ça va vraiment rentrer dans l'algorithmique, il se passera quelque chose que tout le monde attend, c'est de pricer la rumeur. Attention, la rumeur. La rumeur, c'est quoi ? Ou la pré-news. On peut peut-être l'appeler comme ça, c'est peut-être un mauvais terme, on pourrait trouver un terme. Comme ça. La fameuse pré-news. Et à ce moment-là, bah, les algorithmes vont dire « Ok, on est complètement exacerbé. Je ne sais pas où est-ce qu'on sera à ce moment-là. Hein. Je vous le dis franchement, 30 000, 40 000. Ça peut se télescoper en l'espace de quelques semaines. Hein. Ça peut aller en quelques mois, on peut partir. Bitcoin peut gagner 100 000 $ en quelques semaines. C'est pas quelque chose qu'il faut aller contre. Hein. Nous, on prend des TP dans les objectifs dans la hausse et on achète dans la baisse. Hein. On est contre-intuitif par rapport à ça. Mais c'est là, en fait, à ce moment-là où tous les algorithmes vont être à l'unisson pour dire « Ok, on va tous dans le même sens ». Et là, ça fera de l'incitation, ça fera des catalyseurs, ça fera des bonnes nouvelles. Pourquoi t'achètes ? Parce que j'achète. Mais pourquoi t'achètes ? Parce que j'achète. Mais parce que ça monte. Mais pourquoi ça monte ? Parce que j'achète, etc. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Oui, il y a du mieux pour modéliser les mains. Mais c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Alors, l'IA n'existe que par rapport à la capacité de l'être humain à fabriquer des machines pour les recevoir. Exemple, tu ne pouvais pas créer des IA il y a 20 ans par rapport à la machine que nous avions mis à la disposition vis-à-vis de cette IA.
Donc si tu prends de façon exponentielle, qui est d'ailleurs moins vrai aujourd'hui, parce qu'on avait dit qu'en fait tous les 3 ans, la capacité des micro-composants, etc., allait se réduire et augmenter la capacité d'un puissance 3 tous les 3 ans. C'était ça un peu l'idée. À un moment donné, on avait x3 tous les ans, et après c'est x3 tous les 3 ans, et après je pense qu'on fera x3 tous les 6 ans, et après on fera peut-être x3 tous les... parce que c'est rien au potentiel au niveau de la capacité des machines. Il faudra passer au quantique à un moment donné. Non, ça ne marchera plus. Ou ce sera très cher. Mais c'est la capacité, en fait, de la possibilité de puissance de calcul qui sont offertes potentiellement à bas coût, et là je vous renvoie sur BitTensor par exemple, qui est en train d'essayer de modéliser sur les technologies blockchain la possibilité de pouvoir, en toute sécurité, proposer sa puissance de calcul. C'est quand même beaucoup plus sympa de prendre 1 milliard d'ordinateurs plutôt qu'un très gros ordinateur, évidemment. Mais on nous vend le quantique comme quoi ça va tout remplacer, et puis j'attends de voir, mais je pense que c'est pas avant 2050-2060. Puisque Gary Gensler aura mis son veto pour ne pas avoir des IA, bien évidemment. Je rigole, mais vous avez compris l'idée, si vous voulez. Mais c'est par rapport toujours à la capacité de la machine en elle-même. Et actuellement, pour des bougies rouges, des bougies vertes et 3 RSI, un algorithme, c'est assez simple. D'ailleurs, il me semble que tous les algorithmes aujourd'hui de trading utilisent les RSI, par exemple. C'est pour ça que c'est un indicateur phare. On me pose souvent la question, ok, tu dis qu'on a plein d'indicateurs, mais c'est quoi le meilleur indicateur ? Ah bah le meilleur indicateur, c'est celui que tout le monde utilise. Je vous le dis en toute franchise. Donc moi, j'utilise Ichimoku Kikuyo. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît. Tous les amateurs, traders, investisseurs, etc., qui ont un tant soit peu passé plus de 20 heures derrière un écran à regarder des bougies vertes et des bougies rouges, ils connaissent Ichimoku Kikuyo. Et la plupart ont compris, même si Joe va beaucoup plus loin dans cette démarche, impatient de voir l'émission de Joe sur Ichimoku Kikuyo. Prends le temps, c'est pas pressé, hein, mais tu le fais comme tu veux. Enfin, si tu veux le faire, bien évidemment, c'est pas une obligation. Mais par rapport en fait à que tout le monde voit la même chose au même moment. Donc le meilleur indicateur est celui que la plupart des gens utilisent. C'est toujours la même chose. Ah super, merci Jo. J'ai parlé 48 minutes sur ça et je vais passer à la suite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais aller vite. Pourquoi le cours est actuellement aux alentours des 26 500 $? Et pourquoi finalement on savait à peu près que ça allait se positionner aux alentours des 26 500 $? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas une news. Hormis Gary qui balance en fait son ETF pour mois de janvier et puis que probablement BlackRock ce sera pareil. Exactement, les expirations. Notre boussole, enfin la boussole d'Hermès si vous voulez. Vous passez en fait ici au 29 septembre, on en avait parlé, hein, début de semaine. Bon bah le maximum price est à 26 500 $. Il était difficile en fait d'aller chercher des strike price aux 25 000 $ ou sous les 25 000 $, même à quelques dollars près, s'il n'y avait pas réellement de news catalysante. Mais s'il y a beaucoup en fait de personnes qui ont pris des puts ici, sur les 25 000 $, dans l'anticipation d'avoir une news catalysante, honnêtement, ils auraient été probablement gagnants. Parce qu'on se serait télescopé peut-être à 22 ou à 23. La même chose pour les ETF. S'il y avait vraiment eu les ETF qui auraient été passés ici début septembre, bon, bah peut-être que lui, il aurait été content sur le strike price 35 000. Probablement que ça aurait suffi, si vous voulez, à aller chercher ceci. Et là, je vous le dis en toute franchise, on a eu, depuis début, il y a le turfu avec BlackRock, on aurait eu en fait, voilà, manipulation de marché, on serait là, ETF validé pour BlackRock, évidemment que ça allait péter à un moment donné, quoi. On n'aurait pas pu résister et que ça aurait pété, et c'est quasi, enfin, c'est pas une certitude absolue, mais il faut rester dans le bon sens, il faut rester de bon sens et dans le bon sens. Bon, bah finalement, il n'y a pas eu de catalyseur, il n'y a pas eu de news, et voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on fait rien. Et on attend au prochain. Le prochain, qu'est-ce que c'est ? Pensez-vous que ça va être différent le mois prochain ? Pensez-vous que ça va être différent au mois de décembre ? Pensez-vous qu'on aura un max price à 36 000 $ au mois de décembre ? Non ! Pourquoi ? Parce que rien ne change entre il y a une semaine, il y a 2 semaines et il y a un mois par rapport à aujourd'hui. Donc quand les expirations demain vont s'expirer, elles vont être probablement reconduites pour la plupart d'entre elles pour la prochaine expiration trimestrielle du mois de décembre. Et il est donc très probable, bon on le regarde donc on le sait, que ce soit aux alentours des 27 000 $, 25 000 $, 26 000 $, ou 28 000 $. On regarde ensemble. Je parle fin décembre, pas fin octobre, hein, fin décembre. Voilà, 26 000 $. Avec des magnifiques strike price aux alentours des 40 000 $, ou des strike price aux alentours des 20 000 ou des 5 000 $. Cataclysme financier, Gary Gensler s'attaque à la DeFi,
les algorithmes se couvrent, ceux qui ont pris des longues se positionnent en puts, et ceux qui ont pris des shorts se positionnent en call. Formidable. Par contre, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Parce que si on a en fait la possibilité d'avoir à hauteur de 50%, parce que c'est à peu près ce qui était passé au niveau de Goldman Sachs, 50% de chance qu'on ait des ETF au comptant validés, pas disponibles, validés pour fin d'année 2023. Bon, c'est bientôt, c'est dans 3 mois. À ce moment-là, on peut déjà essayer de le jouer avec des options, avec une prime, out the money. C'est pas complètement délirant d'aller chercher du 31 000 $, 32 000 $, 35 000 $ ou 45 000 $. Maintenant, les gens savent quelque chose au niveau d'une échéance. C'est l'halving. Et en fait, cette polarisation de fin d'année, parce qu'on a tendance à dire qu'on pose les bottoms en hiver et qu'on fait les magnifiques rallyes au printemps, cette cyclicité des marchés programmés, émotionnel côté tradi, mais plutôt programmé côté Bitcoin, etc., c'est l'halving. Maintenant, si on se pousse jusqu'à l'halving, parce qu'on a la disponibilité au niveau des clôtures, au niveau des expirations du mois de mars et du mois de juin, on va prendre le mois de mars. Et là, je suis plutôt assez convaincu ou assez certain de voir beaucoup plus de vert que de rouge. Avec des max price beaucoup plus importants dans le vert. Pourquoi ? Parce qu'on a ces échéances-là du halving. Et qui, l'halving, sont finalement une forme de programmation autoréalisateur haussier. Allons voir. Ok, là on commence à discuter. Avec des strike price de plus de 3400 bitcoins, honnêtement, c'est quand même pas rien. Sur les 50 000 $, ou ici sur les 65 000 $, ou ici sur les 40 000 $. Ouais, on va pricer l'halving. C'est une échéance. Et il y a très peu de rouge. Là, il n'y a que dalle en fait en termes de put. Max Prime 27 000 $. Pourquoi 27 000 $? Parce que rien n'a changé depuis la semaine dernière. Et là, à ce moment-là, on passe au mois de juin. Donc ça bougera, si on a des news, etc. Le Max Price, il va bouger. Ne nous trompons pas. Ça peut être télescopé à 40 000 $. Il n'y a pas de problème. Mois de juin. Bon, Max Price aux alentours des 27 000 $. Pourquoi ? Parce que rien n'a bougé par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière. En revanche, là, on est sûr d'avoir l'halving. Là, on est sûr d'avoir le début des rallyes. Là, on est sûr d'avoir, en fait, probablement toutes les planètes alignées. Par rapport à ce qu'on connaît. Et là, on a des max price à plus de 2000 bitcoins aux 65 000 $. Waouh! Il n'y a plus de rouge, quasiment pas de rouge. Il n'y a que du vert. Voilà ce que les gens jouent. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Et peut-être que d'ici le mois de juin 2028, nous, on anticipe cette anticipation, c'est exactement le terme, anticipation d'événements par rapport à des options. Pourquoi les options ici, et non pas des longues? Parce que des longues se battent contre le prix. Les contrats futurs ou les perpétuels futurs, c'est qu'on se bat contre le prix, alors que les options se battent toujours contre le temps. Et quoi de mieux que se battre contre le temps si nous avons conscience d'une échéance programmée, halving, ou psychologique, vent en printemps. Ok. Pensez-vous qu'au printemps, si on prend 2024, et actuellement on se trouve plutôt en 2019, donc avant l'halving, ça veut dire qu'on serait au printemps 2020. Est-ce qu'il aurait été intéressant ou pas après l'halving de vendre au printemps 2020? C'est une bonne question. Regardons ensemble. Si on est dans l'anticipation. Printemps 2020. C'était pas la meilleure idée de vendre au printemps 2020. Mais à combien les gens étaient baissiers? À combien j'étais baissier? Parce que les V-bottoms sont menés à être retestés. À combien ceci fut une opportunité? Et oui. Et pour essayer de regarder les opportunités de bloqueurs dynamiques, quoi de mieux que de regarder des moyennes mobiles? On va pas les chercher loin. 20 périodes en trimestriel, 50 périodes en mensuel. On l'a rajouté celle-là parce qu'elle est plutôt belle. Je l'avais pas mise avant, mais honnêtement, je la trouve plutôt propre. Ou la moyenne mobile, 20 périodes en mensuel. Opportunité, vous y êtes sur l'opportunité des 25 000. Opportunité, 22 000, 22 800, 21 100, une petite mèche, ça fait du bien. Et si on va chercher les déséquilibres de marché, voir le gap qui est à 17 000, mais honnêtement, j'en doute. Même si je ne valide pas de façon certaine les bottoms de marché, personnellement,
je garderai toujours du cash et il est très difficile d'investir ou d'allouer l'intégralité de son capital sur le Bitcoin. Ça, c'est super important. On revient en fait plus en 2020, mais à ce moment-là, on revient en 2016. Donc, non, 2017. Est-ce que au printemps 2017, il était intéressant de vendre? Je crois que c'est ça au niveau de l'halving. Je vais le reprendre juste ici. Post-halving. Ça va faire des gribouillis, mais au moins je me gourre pas. Pour bien garder mon fil. Bon, vous savez, vous imaginez, vous connaissez la réponse, mais c'était pas la meilleure idée en fait de vendre au printemps. Exactement ici. Vous avez compris qu'on a fait quelque chose qui a fait bouger le monde et qui a fait découvrir Bitcoin au niveau du monde. Voilà. Important aussi, si tu parles de grosses mains, je vais essayer de lire très rapidement. Comprenez-le, hein, c'est que le marché, ou les grosses mains, ou les institutionnels, vendent dans la liquidité. Dans la liquidité. Et généralement, cette liquidité peuvent se retrouver sur des choses que l'on constate a posteriori. Exemple. Je vous prends un exemple très concret. Ici, on peut comprendre, par rapport à des pics de volume qui d'ailleurs sont quasiment inexistants, je vous le dis franchement, c'était plutôt des leverage, en fait. Hein. C'est pas forcément de la grosse distribution. Je vais être peut-être un petit peu dissident par rapport à ce qu'on peut penser, mais je pense que les gens qui ont accumulé très massivement ici n'ont pas beaucoup vendu ici. Mais je vous le dis franchement, il y a très peu de gens qui ont acheté ici, qui ont vendu massivement ici. Et vous allez peut-être pas me croire, mais les gens qui étaient visionnaires, qui ont acheté ici, quasiment aucun n'ont vendu ici. Parce que là, c'était Bitcoin 1 million. C'est toujours comme ça hein, que la valeur se déplace. Ok ? Donc, partez du principe que si les gens n'ont pas vendu ici, ceux qui ont acheté ici, la seule solution, s'ils ont pris quelques profits quand même pour pouvoir se sécuriser, prenez toujours votre capital d'investissement. Celui-ci est donc disponible pour être réalloué, généralement, ici, dans des zones de rechargement d'achat, jusqu'à le télescoper. Et je ne sais pas les notions, moi j'ai des plays à 230 000 $, vous imaginez? Au niveau de l'objectif final d'Hermès, hein, pour septembre 2025, on l'avait tous noté dans l'agenda. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas prendre des profits ici. Mais encore une fois, dans la liquidité. Et à quel moment, en fait, ces liquidités se créent? Où la liquidité se crée? Dans des ranges. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette idée, si vous voulez, de forme de distribution de wake-off. Et Apple en est un excellent exemple. Voilà. On est en train de probablement vivre sur Apple la plus grande distribution de l'histoire de la technologie, quoi. Allez, franchement, si wake-off, franchement, il serait heureux, là. Il voit un truc pareil. Honnêtement, je vous le dis, hein, vous allez peut-être rire. Mais ce truc-là, je ne l'ai pas bougé depuis très longtemps. Hein. Les 200 $. Le cours, il s'est arrêté exactement aux 198,35 $. Pour aller faire, quoi? Une prise de profit, enfin une prise de position des acheteurs en swing, qui achètent quoi? Des trendlines baissières. Donc les acheteurs achètent des trendlines baissières, mais les vendeurs vendent des trendlines haussières. Trendline haussière, pour les vendeurs, je vous le mets quand même, parce qu'on est super sympa chez les rois. Ici. Vous avez vu comment on est gentil chez les rois? Boum. Donc les acheteurs achètent des trendlines baissières, mais les vendeurs vendront des UTAD sur les trendlines haussières. Honnêtement, ici, je prends une option. C'est mon play. Bien joué, Thor. Bien joué. Mais attention, on n'achète pas pour acheter plus bas. Si tu as vendu, c'était un objectif de TP. C'est pas j'ai tout vendu dans l'espoir de racheter plus bas. Parce que sinon, on a tendance à racheter plus haut. Faut faire attention. Et généralement au pire moment. Bon, chirurgical. Mais ceci est probablement une des plus grandes distributions. Je peux complètement me tromper. Hein. Ça peut complètement s'exploser en l'air, etc. et faire 3 loopings. Mais ça, c'est jouable, si vous voulez. Sur une baisse de momentum. Et donc, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils voudront voir? Des réintégrations. Je vous l'ai fait comme suit. Un M-top, pullback et accélération. Donc, on cherchera l'accélération. Émotion. Confirmation. Acceptation. Accélération. Les réintégrations est clairement le danger pour les acheteurs. Voilà. Donc là, ça va être un peu pénible jusqu'à printemps 2024, halving, etc., que Apple va prendre 30%,
je vous avais dit de pas acheter du Bitcoin, c'est pourri, Apple il a pris 30%. Ouais, mais Bitcoin en fait en 3 mois il a peut-être pris 200%. Faut le prendre comme ça. Pendant qu'on est en train de distribuer dans Apple et probablement se gaver au niveau des cryptos sur une toute petite time frame donnée. J'ai fini. J'ai même pas fait mes news. J'avais préparé plein de news pour les autres, enfin pour toute la communauté, mais je l'ai pas fait. Bah, vous savez quoi, on en parle demain de ça, au niveau du live. Au moins ça me donnera ma transition. Good. Un peu plus d'une heure de discussion. Je trouvais ça sympa. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, éventuellement pour clôturer ce live? À un moment, les grosses mains vont devoir varier leur approche pour nous mettre de mauvais côtés. Alors, ils n'ont pas besoin de varier leur approche, les grosses mains. Les grosses mains, les mains fortes, en fait, généralement, elles ont des possibilités de dégalage de prix, mais elles ont surtout les médias. Vous voulez que je vous montre une petite news très sympa? Regardez, hein. Elle est pas belle, celle-là? Elle me fait des guillis dans le dos, celle-là. Coinbase, un géant des cryptos qui n'a rien de rassurant. Si quelqu'un est abonné à Les Échos Investir, allez-y, parce que je suis pas abonné. J'ai essayé de trouver le truc, parce que généralement, vous pouvez le retrouver en anglais, etc., sur des copier-coller au niveau des aspirations. Mais j'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trop cherché ce matin, mais j'ai juste lu ce truc-là. Et il n'y a rien de pas rassurant, en fait. Ils disent rien. C'est juste un titre. Sauf que là, les titres, ben, ils sont plutôt mauvais. Pour mettre les gens du mauvais côté. Ah bah maintenant c'est Binance, bah maintenant c'est Coinbase. Alors juste pour la petite histoire, comme ça je vous le fais en mille. Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde avec un volume de 27 milliards de dollars au mois d'août. 27 milliards de dollars au mois d'août. Swissborg, c'est pas la plus grosse plateforme européenne. Ça pourrait. C'est 2 milliards de volume depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, Swissborg, volume spot, c'est 2 milliards. Coinbase, juste au mois d'août, c'est 27 milliards. Si on est plutôt investisseur, on va pas chercher les mastodons, on va chercher les challengers. Avec des comptes ségrégés, avec une bonne philosophie, de la détermination, de la vision. On investit dans l'homme, pas forcément dans le... Et dans les équipes, bien évidemment, pas forcément dans le produit, puisque le produit, vous pouvez vous appeler ça Red Work, c'est pareil, vous pouvez faire exactement copier-coller. Donc on investit dans l'homme, dans la communauté et dans les équipes. Vous imaginez que c'est 2 milliards pour Swissborg depuis le début de l'année et 27 milliards dans l'espace d'un mois au niveau de Coinbase. Binance, 192 milliards de volume d'échange au mois d'août, en plein bear market. Alors oui, il y a les algos, oui, il y a du spoofing, oui, il y a des futurs, oui, il y a tout ça. La différence entre ceci et cela, ce sont des contrats futurs. Donc c'est bien plus important sur des contrats futurs. Les gens tradent beaucoup, même en bear market. Et on a tendance à augmenter en fait nos leviers parce qu'il y a très peu de volatilité. Voilà, vous pouvez juste faire gaffe à ça, mais ça je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu avec les membres traders de la communauté, je pense à Mati, etc. également, qui est très actif sur les traders court terme. Voilà, ça m'a juste fait sourire, comme ça permet de clôturer tout ce live académicien. Nos émotions, en fait, c'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Ça, c'est de l'émotionnel. On reprend exactement les mêmes titres sur Les Échos Investir, potentiellement sur la cyclicité des marchés, si elle venait à se répéter, même si on n'est sûr de rien, pour le printemps 2024 ou l'été 2024, Coinbase, la plus grande hausse de Wall Street. Voilà. Sauf que 6 mois avant, ou 8 mois avant, il y avait marqué « il n'y a rien de rassurant ». Ouais, il n'y a rien de rassurant pour le retail. Par contre, pour BlackRock, il n'y a pas de problème, puisqu'ils ont mis pour leurs ETF spot. Donc si BlackRock dit OK pour Coinbase, c'est pas qu'il a un œil sur la boîte, c'est qu'il est assis sur la boîte. Voilà. Ça, c'est BlackRock. BlackRock qui ira pas par la serrure. BlackRock qui pose les portes. Donc c'est très rassurant. Ce qui n'est pas rassurant est très rassurant. Voilà, un avis de la rédaction. Donc je pense que les médias sont détenus par les plus grands financiers de ce monde-là, et sans pour autant le vouloir, juste pour en fait exciter notre lobe cérébral, nous expliquent
que les crypto-monnaies actuellement, il faut pas y aller. Comme les NFT par exemple, faut pas y aller. Oui. Généralement, on ne fait que constater les opportunités. Les opportunités, on les saisit. On les vit pas. Les opportunités, elles se constatent. Le plus souvent dans le déni et dans le désintérêt le plus total. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Je m'arrête là-dessus. Je le mettrai à disposition de toute la communauté. Mais voilà, juste pour vous, pour ceux qui ne font pas partie de l'académie, c'était juste pour vous montrer, on peut aller extrêmement loin. On papote, on écrit beaucoup sur le petit chat. Vous ne le voyez pas au niveau du chat sur le côté, mais moi je le lis, le chat du côté. Donc j'essaie de vous lire les questions, etc. Et beaucoup le prennent comme une lecture, donc c'est très intéressant. Je vous berce peut-être indirectement. Mais ça me permet moi aussi de renforcer des billets ou de voir des choses que je n'ai pas vues. Et le Discord est une source d'inspiration infinie. Pour en fait tout simplement essayer, de par notre raisonnement et de notre discernement, d'essayer d'aller chercher le vrai du faux. Et le vrai, c'est toujours ce qu'on voit. Et le faux, c'est toujours ce qu'on croit. Donc faites attention par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le live à 12h30 des Rois du Bitcoin. On sera tous ensemble et je lirai toutes vos questions. Ciao!